Tout inclus, c'est un voyage au cœur des vies d'individus inspirants qui semblent avoir fait un pas de plus vers la réelle inclusion. Des gens qui accueillent les différences comme une richesse à notre société. Je m'appelle Valérie Toupin de la Fontaine, je suis conseillère en éducation et en coopération. Voici Tout inclus, le balado. Une inclusivité de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Avec moi aujourd'hui, Manon Saucier, étudiante au doctorat en psychologie profil recherche à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et Marie-France Larochelle, orthopédagogue et conseillère aux étudiants en situation de handicap à la même université. Merci d'être là pour parler d'inclusion et d'accommodement aujourd'hui. Alors, on se trouve présentement à l'université, plus précisément la bibliothèque de l'université, qui, je crois, doit être un lieu assez significatif dans ton parcours, Manon. Oui, effectivement, parce que c'est comme un lieu d'échange, puis aussi un lieu de travail. Donc, Puis maintenant, il est tellement bien aménagé que ça donne le goût de venir s'y déposer. Oui, c'est assez magnifique, en effet. C'est beau, lumineux. Vous allez peut-être le voir. Ceux qui écoutent la balado, vous allez pouvoir le voir là, en photo ou en vidéo sur nos réseaux sociaux. Mais oui, c'est un très bel endroit. Donc, Manon, j'aimerais qu'on commence d'entrée de jeu par parler de ton parcours, de ton histoire. Est-ce que tu voudrais nous partager un petit peu l'histoire de Manon? OK. Mon parcours ici à l'Université de Trois-Rivières a débuté à l'automne de 2014. J'avais antérieurement repris, c'était un retour aux études, puis j'ai commencé comme au bas de l'échelle, c'est-à-dire à lire. Même si j'avais mon diplôme de secondaire 5, j'avais comme besoin d'aller chercher d'autres acquis pour pouvoir avoir mon DEC en sciences humaines au cégep. C'est un retour aux études vraiment à ce moment-là, à l'âge de... OK, à l'âge d'une cinquantaine d'années. Non, j'avais une cinquantaine d'années, là, précisément. Il faudra faire le décompte avec aujourd'hui. Mais ça fait... Là, on est en 2023, donc 2014... mon retour est en 2011. Fait que j'avais là une cinquantaine avancée. J'ai une passion qui m'a vraiment animée. Fait qu'aujourd'hui, j'ai été acceptée, l'année passée, au mois de mai, j'ai été acceptée au doctorat en recherche. Toujours en profil, dans le profil études familiales. Effectivement, oui. Okay. Puis, si je ne m'abuse, là, il y avait certains obstacles qui se dressaient sur ton parcours pour faire un retour aux études par rapport à des diagnostics ou des enjeux de santé. Oui, effectivement, dû à des circonstances de vie, si on peut dire. Parce qu'avant, je performais, très bien à l'école, mais suite à des événements de vie, je me suis retrouvée avec un diagnostic de trouble un trouble de stress post-traumatique et ce qu'on appelle, je m'excuse, là, c'est la nervosité, le... Trouble anxieux? Oui, trouble d'anxiété généralisée, effectivement. Puis, l'université m'offrait cette possibilité-là d'avoir des services aux étudiants. Ça fait partie des handicaps qui sont non traditionnels, là, dans le cas de Manon, parce qu'on a vraiment deux grandes catégories. Les handicaps traditionnels qui sont au niveau justement moteur, physique et tout ça. Puis dans le cas de Manon, elle était dans les handicaps non traditionnels. Donc les handicaps invisibles qu'on appelle, là, qui sont maintenant, qui font partie des handicaps pour lesquels on peut mettre des mesures d'accommodement là, pour le cheminement scolaire. Là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, là, l'accueil d'une étudiante avec un diagnostic comme Manon, qui vient te voir pour avoir des services? Nous, à l'UQTR, nous sommes 3 conseillères. Chacune, on a comme un champ d'expertise, si on veut. Moi, étant orthopédagogue de formation, j'ai le trouble d'apprentissage, TDAH essentiellement. Mon autre collègue, c'est plus au niveau du TSA, handicap moteur. Et la troisième, c'est au niveau de la santé mentale. Donc, mais on a quand même d'autres diagnostics là, dans nos dossiers, mais c'est principalement ceux-là. Donc, une fois qu'on a reçu le diagnostic et les recommandations, on fixe un rendez-vous avec un étudiant. Et puis, là, à ce moment-là, on s'assoit avec lui et on discute de ses besoins.
Donc, souvent, il y a une longue liste de recommandations qui est faite là, dans les rapports des professionnels. Mais nous, l'idée, c'est pas de mettre tout ça en place, mais c'est vraiment de voir, toi, qu'est-ce que tu as besoin là, dans ton parcours à l'université. Donc, parfois, à la première visite, ils n'ont pas beaucoup de vécu là, à l'université, donc c'est plutôt difficile d'évaluer. Mais on leur dit que, dans le fond, ça les suit là, tout au long de leur parcours scolaire. Donc, c'est modifiable là, s'il y a des nouveaux besoins qui apparaissent. Donc, une fois que ça s'est mis en place, il y a une lettre de recommandation une lettre d'attestation, qui est envoyée au professeur. Et ça avise les professeurs, que l'étudiant est officiellement inscrit à nos services. Et ça nomme aussi les mesures d'accommodement auxquelles il a droit. La Charte stipule que nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public. Une admission à l'université est considérée comme un acte juridique et les services éducatifs qui y sont offerts doivent être exempts de discrimination. Mettre en place des mesures d'accommodement pour les personnes en situation de handicap, c'est une obligation. Est-ce qu'il y a de la réticence chez le personnel enseignant par rapport à ces mesures-là ou c'est bien accepté? Je dirais que de façon générale, c'est bien accepté. Ça fait déjà plusieurs années là, qu'on fait la promotion, qu'on accompagne les professeurs et chargés de cours dans l'intégration des mesures d'accommodement. Bon, reste qu'il va toujours avoir certaines réticences et ça n'a rien à voir aussi avec le nombre d'années d'expérience de chargé de cours ou du professeur ou l'âge, peu importe. Souvent, essentiellement, c'est de la méconnaissance aussi. T'sais, au niveau des droits, au niveau de ce que peut amener la mesure d'accommodement pour l'étudiant, que c'est pas un avantage, mais que c'est vraiment pour venir pallier à une difficulté, donc juste dans le fond, pour être à un niveau adaptatif normal. Donc, oui, il y a quand même certaines réticences, mais ça représente peut-être 10 à 15 % du personnel. Là. C'est pas généralisé. On en voit de plus en plus, des étudiants en situation de handicap dans les classes. Donc, parfois, ça peut faire peur aussi. Quand j'en ai plusieurs dans mon groupe, mais là, c'est... T'sais, on les comprend, là, il peut y avoir une petite panique qui embarque pour se dire bien, comment je vais faire, moi, pour répondre à tous ces besoins-là. Donc, dans le fond, notre rôle aussi, c'est d'accompagner les professeurs et chargés de cours dans l'application de ceux-ci, puis de rendre ça le plus facile possible. Et Manon, quelles ont été ces mesures-là pour toi dans ton parcours que tu as eu accès en allant justement chercher le soutien auprès d'une conseillère? Qu'est-ce qui a été mis en place dans tes cours, dans tes évaluations? En fait, ça a été extrêmement bénéfique. Ce qui a été mis en place, c'était du temps supplémentaire pour les examens, puis aussi de faire mes examens dans un local différent. Par contre, je dois avouer que les premières fois, quand on a un diagnostic puis qu'avant, tout allait bien, c'est confrontant. Ça a été pour moi, de un, d'accepter ce diagnostic-là. De deux, aussi, ça a été de relever le défi de la honte, de devoir sortir et de discuter aussi avec mes collègues que j'avais des mesures différentes. Dans le sens, je pouvais aussi enregistrer mon cours. Fait que ça a été de soulever cette difficulté-là qui était personnelle. Puis, aussi, j'avais un peu d'agisme par rapport à moi-même parce que je me dis, est-ce que mon âge peut être une conséquence? Puis, ça a été fait tranquillement. C'est quelque chose aussi, j'ai grandi à travers là, mon cheminement universitaire, d'accepter ça, d'accepter de faire la demande, d'envoyer ma lettre à l'enseignant, de dire, je suis différente. Puis, mais avec cette différence-là, j'ai la volonté et le désir de m'intégrer parce que mon parcours universitaire, pour moi, c'est pas... Je me suis pas levée un matin à me dire « faut que je comble un besoin dans ma vie, puis je veux avoir un doctorat. » Loin de ça. Pour moi, c'était... J'ai encore des choses à apprendre, j'ai encore des choses à faire, je me sens encore utile socialement. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin de servir la population, d'être... Puis c'est sûr que
dans ce que j'apprends, dans le domaine dans lequel je me forme, qui est la violence conjugale. Je suis convaincue qu'on a besoin de personnes qui ont des connaissances, des compétences dans le domaine afin de mieux épauler et de mieux aider ces personnes-là à s'insérer dans la société et à retrouver le pouvoir sur elles-mêmes. Donc, c'est un sujet pour lequel je tiens vraiment, qui me porte à cœur. Puis, ce que ça m'a permis à l'université d'avoir ces ressources-là m'ont aussi permis de m'intégrer, de me faire confiance et de faire confiance à une équipe qui était là pour m'aider et non pour me juger. Pour moi, ce service-là est vraiment essentiel et vital parce que j'ai pu aussi bénéficier d'un tuteur pour reviser mes matières, pour m'aider aussi à comprendre la matière, les choses que j'avais pas bien saisies durant le cours, bien, il était là pour me supporter. Autant dans le bac, aussi au niveau doctorat, que c'est pas un service qui s'est terminé avec le bac. C'est un service qui continue. Puis qui aussi, au niveau des professeurs, qui a été bien accueilli. Tu as parlé du jugement envers toi, de l'absence de jugement de l'équipe aussi. Est-ce que tu as senti du jugement de tes collègues étudiants-étudiantes par rapport à tes mesures, de l'envie ou de l'incompréhension? Je dirais pas que c'est un phénomène. C'est pas généralisé. C'est des exceptions où ça m'est arrivé qu'on m'avait demandé d'avoir les enregistrements. Que j'ai dit non, je peux pas, j'ai un contrat de signé, puis pour moi, c'est... Donc, le côté éthique et le côté engagement, pour moi, c'est vital, puis je voulais pas perdre le service non plus, puis j'avais donné ma parole, donc je pouvais... Donc, je ne l'ai pas fait. En général, c'était bien accueilli, mais il y a quelques petites exceptions où des étudiants ont eu des réactions plus fortes. OK. Et si tu imagines ton parcours universitaire sans mesure, ça ressemblerait à quoi, le parcours de Manon? Il aurait été à quelle couleur? Je ne sais pas si j'aurais pu me rendre jusqu'où je suis rendue. Parce que, veux pas, du cégep à l'université, moi, ça m'a semblé une grande marche, un grand saut à faire. Puis déjà, personnellement parlant, je me sentais comme, est-ce qu'à mon âge, je peux le faire, l'université? Est-ce qu'il est trop tard pour moi? Fait que donc, ça a été un défi qui était énormément personnel. D'avoir les mesures, ça m'a permis aussi de me réapproprier le stress de performance. Bien, pas me réapproprier le stress de performance, mais me réapproprier la confiance en moi pour faire face à ce défi-là, qui est le stress de performance. Parce qu'on veut tout réussir. En tout cas, moi, pour ma part, comme je disais tout à l'heure, je m'engageais dans un processus dans lequel j'avais vraiment l'intention de réussir et j'étais sérieuse dans mes démarches. C'était, comme je disais, c'était pas pour passer mon temps, là, c'était vraiment pour travailler là-dedans puis grandir aussi là-dedans. Donc, c'était j'avais peut-être, je ne sais pas si le terme « lutter » est bon, ou à confronter, ou à faire face à mes propres limites, à sortir littéralement de ma zone de confort et à me réapproprier des forces que j'avais auparavant. Pour moi, j'ai grandi à l'intérieur de ce parcours-là. J'ai trouvé que des bénéfices, des avantages, puis je les ai acceptés. Parfois, pour rétablir l'égalité réelle, il est nécessaire de réaménager une norme générale pour une personne et de lui offrir un traitement distinct. Dans le milieu universitaire, une norme générale, ça peut être une modalité d'évaluation, une pratique pédagogique et même des critères d'admission. Mais il faut dire que Manon n'a pas choisi non plus un domaine facile. Hein? Parce que la psychologie, c'est pas mal notre département où les étudiants sont le plus en compétition parce que pour entrer au doctorat, ça prend une cote. Donc, déjà là, peu importe, il y a déjà un esprit de compétition à ce niveau-là. Puis, faut comprendre que c'est vraiment une passion pour Manon parce qu'elle n'a pas pris le chemin le plus facile là, pour ses études, mais elle a persévéré. Alors, tu sais, je suis pas étonnée d'entendre qu'il y a pu, à certains moments, avoir un peu d'incompréhension ou un sentiment d'injustice là, de la part des autres
par rapport au fait qu'elle a plus de temps pour ses examens ou la possibilité d'enregistrer les cours, là. Je vous écoute, c'est beaucoup de services, beaucoup de personnes. Donc, qu'est-ce que vous diriez j'aurais dit aux langues sales, là, aux personnes qui diraient, bien là, c'est beaucoup de ressources là, pour introduire des gens en situation de handicap à l'université. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que ça nous apporte comme société? Bien, en fait, je peux peut-être y aller. De ma perception, c'est que maintenant, les mesures adaptées, ils sont offerts primaire, secondaire. Donc, c'est une clientèle qui fait son chemin dans le parcours scolaire et qui, maintenant, peut atteindre le poste secondaire. Donc, c'est des étudiants, des élèves à la base là, qui ont un besoin. Bon, comme on l'a mentionné un peu tantôt, pour la plupart du temps, c'est neurologique. Donc, c'est comme demander à un myope de faire son parcours universitaire sans lunettes. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est seulement pour rendre accessible, dans le fond, l'apprentissage, la réussite pour les étudiants. Puis, je dis réussite, mais c'est pas non plus un gage de réussite, en fait, d'avoir accès à toutes ces mesures-là. Là. Ça demande beaucoup d'autodétermination de la part des étudiants aussi qui ont une difficulté, pas une difficulté, mais un trouble, en fait, qui perdure. Donc, ce qui fait que, oui, on met en place des mesures, mais ces mesures-là, elles sont justifiées par le besoin qui est neurologique ou physique. Donc, c'est sûr que c'est pas un avantage. Faut vraiment le voir. C'est ça, l'exemple le plus facile, c'est le myope et ses lunettes, donc qui sont nécessaires pour qu'il puisse voir. Alors, nous, on l'explique de cette façon-là, mais Manon. Mais je trouve que tu as un exemple vraiment bonne, Marie-France, au sujet des lunettes. Est-ce qu'on porte des lunettes pour le fun, c'est des lunettes de vue, ou c'est une nécessité? Bien, dans mon cas, quand c'était une nécessité aussi de porter des lunettes, donc c'est pas un luxe de les porter. Puis comme Marie-France le dit, le service, il est là pour nous soutenir, nous ouvrir des portes, mais si je veux pas rouvrir la porte ou si je veux pas faire ce que j'ai à faire aussi, parce que quand j'arrivais là, pour le tutorat, j'avais un mandat, c'était de me préparer, de préparer mes questions, de savoir où je m'en vais. Mais si j'aurais arrivé, puis j'ai rien fait, ou que j'étudie pas à l'extérieur, bien là, c'est comme, on te donne des outils, mais tu les prends pas. Tu sais, on peut me donner un tournevis, puis on me dit comment l'utiliser, mais je regarde la vis, puis la vis, elle se vissera pas toute seule. Mais les services ont tous été excellents. Mais malgré leur excellence, si j'aurais rien fait, bien, mon examen, c'est bien de valeur, c'est moi qui le fais, c'est pas la faute. Si je le passe pas, c'est pas la faute du tuteur, là. C'est pas la faute non plus de l'enseignant. C'est ma responsabilité à moi. C'est pour ça qu'on parle d'autodétermination, là. Puis, tu sais, j'ajouterais que c'est pour démontrer le plein potentiel de l'étudiant. Donc, même si je démontre mon plein potentiel, comme je disais tout à l'heure, c'est pas gage nécessairement de réussite, ça me permet de le démontrer. Donc, c'est notre vision là, pour la mise en place des mesures. Une université qui serait totalement inclusive, là, parfaitement inclusive, ça ressemblerait à quoi? Si on faisait un pas de plus encore. Totalement inclusive, je pense, bien, si on revient un petit peu à une de tes questions tout à l'heure, totalement inclusive, c'est de pouvoir permettre, peu importe la difficulté d'un enseignant, de l'étudiant, peu importe sa difficulté, peu importe aussi son âge, parce que c'est pas parce qu'on a tel âge qu'on doit se limiter. Pour moi, ce serait ça, de permettre à l'individu qui s'inscrit dans une université à s'intégrer puis à progresser, outre les stéréotypes, outre les jugements, les préjugés. Je pense que c'est d'ouvrir. Si l'université, c'est une ouverture aux connaissances, une ouverture d'expansion des connaissances, mais ça passe aussi à travers les âges. L'inclusion, là, tu sais, quand on parle d'une université inclusive, là, moi, je le vois vraiment, ne serait-ce que j'en parlais tout à l'heure, là, au niveau du temps supplémentaire dans les examens, bien, pourquoi ne pas réduire le nombre de questions, donc donner un examen moins long, mais qui pourrait être donné dans une période de 3 heures et qui, de façon inclusive, offrirait, par exemple, le temps supplémentaire à tous les étudiants.
Tu sais, je pense qu'on ne peut pas avoir plus que 100% de toute façon et de donner le temps supplémentaire si, comme Manon disait tout à l'heure, j'ai pas étudié, j'ai pas fait mon travail avant. Je veux dire, j'aurais pas une meilleure note pour autant. Donc, il y aurait ça comme possibilité aussi, rendre accessible le savoir. Donc, permettre d'avoir ne serait-ce que des PowerPoints qui sont adaptés pour des étudiants, par exemple, qui ont une dyslexie d'orthographie. Donc, ne serait-ce que le caractère choisi, la quantité d'informations placées sur les diapositives, l'accessibilité aussi à toute la matière qui est donnée là, durant le cours. Parce que malheureusement, il y a certains professeurs qui veulent garder l'information, donc c'est pas nécessairement partagé. Alors là, ça devient encore plus difficile. Donc, je pense qu'il y a plusieurs stratégies qui sont pas si compliquées que ça à mettre en place pour rendre accessible le savoir à tous. Faut juste accompagner, je pense, les professeurs, là, l'accompagnement par les conseillers pédagogiques, par exemple. Ici, on a embauché dernièrement là, une orthopédagogue qui est là pour accompagner les professeurs dans la planification, dans l'organisation de leurs cours et tout ça. C'est pas un service qui est connu encore de tous, mais il y a un effort qui est mis en place pour ça. Puis quand on parle d'inclusion aussi, c'est pas juste troubles d'apprentissage. Il y a aussi, on a des gens de la communauté autochtone qui sont là, pour qui l'université là, offre vraiment une place. Il y a ne serait-ce que les étudiants étrangers. Donc, il y a quand même plusieurs situations qui peuvent rendre parfois là, ne serait-ce qu'être enceinte ou... c'est pas des situations de handicap. L'obligation d'accommodement raisonnable s'applique aussi aux autres motifs de discrimination, comme la grossesse, la religion, l'origine ethnique ou nationale, l'identité ou l'expression de genre. Marie-France a bien raison lorsqu'elle affirme que l'inclusion, ce n'est pas juste une question de handicap. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir, Manon? Qu'est-ce qu'on souhaite pour moi? Bien, c'est de travailler en recherche, puis de poursuivre justement la recherche sur la violence conjugale et le féminicide intime. Comprendre, voir qu'est-ce qu'on peut aussi faire, puis comprendre surtout la représentation sociale que les gens se font de ça, autant de la population générale que des corps policiers ou des juges, avocats et tout ce milieu-là, voir pour pouvoir le démystifier, pour pouvoir, c'est ça, oui, mieux comprendre. Est-ce qu'on a une reconstruction de la perception à refaire? Bien, c'est des choses à regarder. Et Marie-France, si tu avais un petit message à passer aux gens qui ont des réticences encore dans le milieu universitaire, les chargés de cours ou certains... Tantôt, tu as parlé d'une infime partie, là, peut-être un petit 15 %, mais si tu avais à leur dire une chose là, qu'on voudrait qu'ils retiennent de ce balado. Bien, en fait, moi, ce que je souhaiterais qu'on retienne, c'est que la conception universelle des apprentissages ou l'inclusion, c'est pas quelque chose de compliqué. Il faut pas voir comme une montagne. Il faut juste voir comme peut-être une autre façon de faire dans la façon d'enseigner, comme je disais tout à l'heure, dans le matériel que je fournis, dans l'accessibilité. Donc, souvent, c'est vu comme une charge, que j'ai pas le goût et tout ça. Et savoir aussi dire à ces gens-là qu'il y a des gens qui sont là pour les accompagner, qui n'hésitent pas. Des fois, ça peut nous ramener dans une espèce de sentiment d'incompétence parce que je ne connais pas ces troubles-là ou je ne sais pas quoi faire de mieux dans mon enseignement. Bien, je leur dirais, tournez-vous vers vos ressources parce que vous aussi, vous en avez des ressources. Le balado Tout inclus est le 2e épisode d'une série d'entretiens inspirants sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans différentes sphères de notre société. Il est produit par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, monté par Jack Duhem de l'équipe des communications, idéalisé et animé par moi-même. Je remercie Manon de nous avoir ouvert les portes sur son histoire et Marie-France de nous avoir permis de mieux comprendre le monde des mesures de soutien aux personnes en situation de handicap dans le milieu universitaire. Vous pouvez aussi voir notre visite en photo sur le site web de la Commission et sur nos différents réseaux sociaux.